que c'est tout bon pour vous, là? A priori. Oui, j'ai vu le pouce levé. Je vous entends bien. On va attendre encore quelques petites secondes, histoire de s'assurer que tout le monde est bien arrivé et installé. Ok, donc là, si je coupe le micro... Du coup, je vais en profiter pour vous donner aussi quelques petites consignes. Donc la conférence se déroule sur 45 minutes, avec notamment 30 minutes d'intervention des différents intervenantes à distance et intervenants en présentiel. Vous aurez tout loisir de poser des questions de manière un peu particulière. Vous voyez qu'il y a un petit micro dans les escaliers là-bas. En fait, il est dédié à vos questions, donc n'hésitez pas à anticiper et à vous positionner si vous avez des questions à la fin des interventions. Vous comprendrez que c'est pour des raisons sanitaires qu'on procède de cette manière. Et plutôt vous vous lèverez aussi, et plutôt ça me permettra d'identifier le nombre de questions à gérer en fin d'intervention. Dire aussi qu'il y a une plateforme digitale audio qui est en place, qui est en live, qui permet aux gens qui nous écoutent à distance de poser aussi des questions. Donc j'aurai accès au chat qui permettra de récupérer les questions. Donc c'est pour les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser vos questions aussi à travers le chat. Et vous pourrez, en tant que visiteur du SIDO, retrouver à partir du 7 septembre toutes les conférences audio. C'est tout bon aussi pour la personne qui est en distance? Ok, très bien. On va laisser s'installer les dernières personnes et puis on va pouvoir commencer. Ok, là j'ai activé mon micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Odile. Je vais faire une petite introduction au préalable et je vous passerai la parole tout de suite après. D'accord. Donc, bonjour à tous, je suis David Galrenier, je suis directeur technique contenu usage au sein du pôle de compétitivité Minalogique, qui est le pôle des technologies numériques sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. On est partenaire du SIDO depuis le début du SIDO. Et à ce titre, on est avec mes collègues des animateurs des conférences. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer pour vous la conférence sur la blockchain et l'IA au sujet de la révolution de la supply chain qui aurait a priori déjà commencé. Donc on aura pour aborder ce sujet 3 personnes. Donc il y aura Odile Panciatici qui est vice-présidente blockchain en charge des projets blockchain au sein de Renault, qui, comme vous l'avez compris, interviendra à distance. On a aussi Gilles Deleuze qui programme les pilotes, qui pilote les programmes IoT au sein d'EDF et qui est chercheur senior. Donc voilà, Gilles qui fait un petit signe pour s'identifier. Et on aura également Johan Bourgault qui est au sein de la direction digitale de la SNCF en charge des projets relatifs à la blockchain notamment. Sans transition, je vais passer directement la parole à Odile à distance. Donc, est-ce que, Odile, tu nous entends? Parfait. Alors, oui. Et est-ce que la réciproque est vraie? C'est parfait. On t'entend, on te voit. Très bien. Donc, tu peux enchaîner. Avec plaisir. D'accord. Donc, bien moi, je suis Odile Panciatici. Je suis vice-président blockchain au sein du groupe Renault. J'ai passé l'essentiel de ma carrière dans la conception des véhicules.
Et les 5 dernières années, j'ai travaillé sur la stratégie satisfaction client et objectivement sur la transformation digitale qui est indissociable. Et sur cette transformation digitale, depuis 2 ans, on m'a confié la mission de se focaliser sur la technologie blockchain pour regarder quels pourraient en être les avantages pour notre industrie automobile. Donc, je vais partager avec vous un certain nombre de compréhensions, non pas en tant que geek, hein, parce que je ne suis pas, mais en tant qu'ingénieur en mécanique et plutôt axé business. Donc, au sein de l'industrie automobile, on a une forte évolution vers de la fabrication de véhicules vers de la mise à disposition de mobilité. Et donc, ça génère pas mal de nouveaux partenaires. On parle de supply chain, mais quand on a analysé en fait les bienfaits de cette technologie, on a identifié une vingtaine de projets qui couvrent l'ensemble du scope de notre groupe, pas seulement la supply chain. Tout le monde pense beaucoup supply chain parce que c'est effectivement un des réseaux, mais dans l'industrie automobile, on a 4 grands écosystèmes. Le premier qui touche effectivement à la production, donc là on va retrouver l'OIM avec ses fournisseurs. On va voir également le réseau des dealers qui est assez étendu dans le monde. Et puis, on va avoir notre réseau de clients, bien évidemment. Et de plus en plus, on va avoir des partenaires de mobilité qui sont des gens comme la SNCF ou autres, hein, qui sont des nouveaux acteurs. Donc, finalement, avec un paysage de l'industrie automobile qui est en train de changer avec des nouveaux partenariats, avec des acteurs qui n'appartiennent pas forcément à cette industrie automobile. Et donc, un besoin de trouver une manière de communiquer, d'échanger de la data, de manière sécurisée et de manière un peu universelle. Donc, quand on a analysé la technologie, on a vu effectivement qu'il y avait un certain nombre d'avantages à cette technologie. Le premier avantage, c'est finalement, dans un premier temps, on communique beaucoup avec des entreprises externes. Et aujourd'hui, dans notre mode de communication de données, on est plutôt à faire des matrices de transformation d'un processus à l'autre. Et finalement, on passe plus de temps à s'expliquer quel est le format Excel dans lequel on va échanger nos données ou quel est le format informatique dans lequel on va échanger nos données plutôt que de parler de la donnée elle-même. Donc, l'avantage avec la blockchain, c'est qu'effectivement, c'est un espèce de réseau qui passe au-dessus des processus et chacun pousse sa data, chacun reste bien propriétaire de la data. Vous savez que la blockchain est très utilisée dans le domaine des droits d'auteur. Hein, dans le domaine de l'art. Donc là, on a une solution qui est sécurisée et qui rassure tout le monde finalement, même quand on ne se connaît pas forcément très bien. Donc, la première étape de la blockchain, c'est finalement cette transformation de réseau. Et si je prends l'exemple de la supply chain, aujourd'hui, un OEM avec ses fournisseurs travaille plutôt dans un réseau en étoile. C'est l'OEM qui est en lien avec la supply chain et le fournisseur de rang 1 qui est en lien avec sa chaîne, etc. Quand on va implémenter une blockchain, on va aplatir ce réseau et finalement, on va permettre des échanges en direct, quel que soit le niveau dans le rang en fait de la chaîne. Donc ça, c'est relativement intéressant sur le plan de la réactivité et c'est surtout intéressant parce que ça permet non pas, aujourd'hui on a un peu des silos de fonctions hein, dans chacune des entreprises, donc l'ingénierie parle à l'ingénierie, la supply chain avec la supply chain, mais pour pouvoir parler de la supply chain avec l'ingénierie, c'est un peu plus compliqué. Donc finalement, ce réseau qui se met à plat va permettre de casser un peu les silos de fonctions bien sûr, inter-entreprise, hein, puisque à l'intérieur d'une même entreprise, on fait de la transformation digitale pour ça. Et donc, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans les échanges, d'avoir des échanges beaucoup plus sécurisés et donc d'avoir une efficience accrue par rapport au processus qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans cette première étape, c'est vraiment, on passe d'une relation client-fournisseur à une relation partenariale. Donc ça, c'est une première étape très importante. La deuxième étape, c'est finalement la mise en place des smart contracts.
vous avez tous entendu parler de smart contracts, qui sont ni smart ni contract, mais qui sont des exécutions d'algorithmes. Et là aussi, dans notre industrie, on est très intéressé par ça, parce que finalement, dans la blockchain, on a la possibilité de mettre des données qui sont protégées par propriété intellectuelle ou confidentialité. Et ça, je peux vous assurer que dans une voiture, on en a beaucoup. Et donc, on peut ainsi donner au réseau une information qui est le résultat de l'exécution du smart contract sans donner la data elle-même. Donc ça, par exemple, on peut donner, si je prends des codes de software, hein, sur un véhicule connecté, on a plus de 200 softwares, chacun reste propriétaire et garde jalousement le code de son software, mais par contre, on va pouvoir avoir en temps réel dans le réseau la conformité, le résultat de la conformité du software, même si on n'y a pas accès. Et ça, vous imaginez bien que dans le cas d'un véhicule connecté, quand on a 200 softwares qui sont connectés, si on veut analyser et faire des études préventives ou autres, on a intérêt à savoir ce qui se passe en temps réel dans chacun des éléments. Donc là-dessus, cette deuxième étape de smart contract va nous permettre de faire des checks automatiques, de faire des alertes également automatiques en fonction de ce qu'on aura choisi d'exécuter au niveau du smart contract. Et ça, en temps réel. Donc ça, là encore, un gain très très fort de réactivité. La troisième étape, et c'est celle-là qu'on va viser, et c'est celle qui va nous amener le plus de potentiel et nous tourner vers notre futur, c'est cette création d'intelligence collective. Et ça, c'est extrêmement important parce que, alors, on prend un produit comme la voiture, mais il y en a beaucoup d'autres sur le marché qui sont le résultat d'un assemblage. Et finalement, la blockchain va nous permettre de partager un certain nombre de données qui vont nous permettre de faire des études d'intelligence artificielle qui vont bénéficier à tout le monde, puisqu'en fait, on aura un échantillon de data beaucoup plus large et on pourra corréler des data qu'on n'avait pas forcément quand on raisonnait dans son silo. Donc ça, c'est ces trois étapes-là qui sont extrêmement intéressantes et qui nous amènent beaucoup de valeur. Donc, pour résumer et pour conclure, alors je ne sais pas le timekeeper, parce que je peux vous raconter plein de choses sur la blockchain, mais tu peux encore je parler pendant 2-3 voudrais faire un minutes, il n'y a pas de focus problème. particulier sur la partie valeur. Finalement, dans la valeur, on va trouver, à très court terme, on trouve des gains d'efficience, des gains de performance. Pourquoi ? Parce que on va plus vite. On élimine des activités de matrice de transfert de process avec des tableaux Excel, etc. Donc ça, c'est un gain. Et l'autre gain également, au niveau de la supply chain, c'est que finalement, la blockchain est quelque chose qui est accessible par chaque acteur de la supply chain. Donc, on va avoir des petits acteurs de rang N qui font des petits composants et qui n'ont pas forcément de gros systèmes d'information et qui vont pouvoir utiliser la blockchain via leur smartphone ou tout autre personal computer pour rentrer directement la data. Et du coup, ils vont pouvoir en retirer de la valeur eux-mêmes avec des tableaux de bord, etc., ou toute autre chose. Donc, ils vont pouvoir bénéficier d'un gros système d'exploitation qui sera très performant sans en avoir les coûts associés. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, faire une transformation digitale dans une entreprise est quelque chose d'assez coûteux que toutes les entreprises et les PME en particulier ne peuvent pas forcément se permettre. Donc, ce partage des coûts, quand on a un outil collaboratif, finalement, on partage les coûts, on partage les coûts de développement et ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un système peuvent en bénéficier néanmoins. Donc, ça, c'est la première poche de valeur. La deuxième poche de valeur, elle est liée à la réactivité. Vous le savez, time is money. Donc ça, c'est clair. Selon les métiers, on va trouver des éléments de valeur différents. Mais c'est clair que si vous allez plus vite à faire les choses, eh bien forcément, vous avez une valeur importante, soit en termes de satisfaction client. Hein, les clients, ils veulent instantanément avoir des réponses à leurs questions. J'ai un problème sur ma voiture, hop, voilà. J'ai un problème sur mon véhicule connecté, hop, voyez ce qui se passe avec vos PC aujourd'hui.
aujourd'hui, des fois, c'est pas forcément trivial. Donc, dans une voiture, c'est pas mieux. Donc, cet aspect réactivité a vraiment beaucoup de valeur dans la technologie que nous pouvons avoir aujourd'hui, que ce soit les véhicules connectés ou les véhicules autonomes. Derrière, on va avoir la valeur qui est intrinsèquement attachée à la blockchain, qui est la certification, l'authentification et l'aspect antifraude, puisque ce qu'on met dans la blockchain est mis de manière immuable. Donc, ça, je dirais, c'est la base de la technologie. Et derrière, donc, comme on génère avec les smart contracts des nouvelles data, eh bien, on va pouvoir avoir des idées de nouveaux business, on va pouvoir penser à faire de manière collective, en collaboration, en coopétition, puisque ça, c'est quelque chose qui est important avec les blockchains. Eh bien, on va pouvoir avoir des nouveaux business et des nouvelles transformations, finalement, qui s'opèrent. Mais au centre de tout ça, on va trouver la confiance. Et ça, cette confiance, c'est une valeur qui est absolument essentielle au sein de l'écosystème, mais qui a aussi de la valeur à l'extérieur de l'écosystème. Les clients sont intéressés de savoir que nous avons de la traçabilité de cobalt qui certifie que nous ne faisons pas travailler des enfants dans des pays sous-développés. Donc là-dessus, cette notion de confiance est une valeur absolument essentielle et qui va prendre de plus en plus de poids dans les futures années. Voilà, je pense que je peux terminer sur ce point-là. Merci beaucoup, Odile. C'est parfait. Merci de nous avoir présenté et posé les enjeux stratégiques et organisationnels qu'implique cette révolution en marche. Je propose maintenant à Johan peut-être de rentrer dans du concret aussi au sein de SNCF et de voir à travers des projets qui sont aujourd'hui implémentés et aussi une initiative locale qui est en lien avec la ruche industrielle. Je te laisse la parole. Oui, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Johan Bourgault. Je travaille dans une entité de la SNCF qui s'appelle la Direction Digitale. La Direction Digitale, en fait, elle est en charge de la transformation digitale transverse du groupe SNCF et d'impulser un certain nombre d'innovations dans le groupe. Et donc, moi, je suis arrivé à la Direction Digitale il y a 4 ou 5 ans maintenant. J'ai commencé d'abord par faire 3 ans d'IoT. Ensuite, j'ai fait à peu près 6 mois de Big Data, intelligence artificielle. Et puis, depuis 1 an et demi, je suis sur la blockchain. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le groupe SNCF, il faut l'entendre à travers un programme qu'on appelle le programme Big Data. Donc en fait, c'est avant tout un projet de mise en commun des données. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à la SNCF, c'est une grosse entreprise qui est extrêmement fragmentée avec un très très lourd historique. Alors qu'on connaît tous avec les gares et les trains, mais aussi un très lourd passif informatique et avec plus de 2000 applications informatiques. Donc ça veut dire qu'en fait, on a énormément de silos et énormément de patrimoine de data qui sont aujourd'hui isolés. Donc notre programme d'intelligence artificielle, c'est avant tout un programme de puits de données qui consiste à regrouper les données au même endroit pour pouvoir les croiser et en faire quelque chose. Et dans la réalité, aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos projets seulement qui sont des projets d'intelligence artificielle. Le reste des projets, 70%, on va dire, sont des projets de puits de données, de business intelligence et de croisement de données qui ont une valeur aussi hyper importante, puisque quand on commence à croiser des données, du coup, on récupère des choses intéressantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'intelligence artificielle et de puits de données, on ne peut pas faire n'importe quoi à la SNCF, puisque alors, anciennement, on était des EPIC, c'est-à-dire des établissements publics à intérêt commercial, je crois, quelque chose comme ça. Depuis le début de l'année, on est passé société anonyme. Mais malgré tout, en fait, il y a un certain nombre de données qu'on n'a pas le droit de croiser. Par exemple, on n'a pas le droit de croiser des données de maintenance des rails et des matériels au sol avec des données commerciales, par exemple le nombre de voyages que vous pouvez faire. Tout ça pour garantir, en fait, alors pourquoi on n'a pas le droit de croiser ces données-là? Parce qu'en fait, on doit garantir l'équité vis-à-vis de la concurrence. Parce que si on est passé en société anonyme, c'est justement pour pouvoir garantir cette équité et cette ouverture à la concurrence voulue par la Commission européenne.
Et du coup, certaines données on ne doit pas distribuer certaines données en interne, elles ne doivent pas circuler. Sinon, on doit forcément les distribuer. Elles doivent devenir quasiment de l'open data et on doit les distribuer à tous nos concurrents. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant quand on croise les données. À chaque fois qu'on doit faire des projets d'intelligence artificielle et de croisement de données, du coup, on passe par les traditionnels Data Privacy Officer, les DPO, qu'il faut mettre en place dans chaque entreprise et qui permettent de contrôler qu'on ne fait pas n'importe quoi en termes de croisement de données. Sur la blockchain, on est beaucoup plus junior comparé à ce que j'ai entendu chez Renault ou ce que je connais de chez EDF, pour en avoir déjà discuté un petit peu avec Gilles. Nous, on s'est lancé il y a 1 an et demi. Alors, sur la base d'un certain nombre de signaux faibles, on a identifié qu'il y avait des investissements majeurs qui étaient faits dans le monde sur la blockchain et aussi qu'il y avait des cas d'usage extrêmement variés qui utilisaient cette technologie-là. Donc, on a commencé à se poser la question de savoir si nous, ça ne pouvait pas avoir un sens, qu'on se penche aussi sur cette techno et qu'on regarde un petit peu ce qu'on pouvait en faire. Et du coup, on a identifié 5 grands chantiers. 5 grands sujets qui nous paraissaient pertinents, pour lesquels on pourrait avoir de la valeur ajoutée, on pourrait tirer de la valeur ajoutée de cette technologie. Et la supply chain en est un. Un des chantiers pour lesquels un des sujets pour lesquels on pense que la technologie peut nous aider. Et donc, dans ces 5 chantiers, en fait, parmi ces 5 chantiers, on a réussi à lancer 2 expérimentations depuis l'année dernière et qui se sont terminées cet été. Donc, la première expérimentation, elle concerne l'acte de dématérialisation de signature. Alors, la signature, vous le savez peut-être déjà, mais il y a une norme européenne qui s'appelle la norme IDAS et qui légifère et qui normalise vraiment ce qu'on peut faire en termes de signature numérique. Alors, vous connaissez sans doute tous les signatures qu'on peut faire avec PDF sur un document électronique. Il y a d'autres types de solutions, de type DocuSign, par exemple. Mais la blockchain, la technologie, ce qu'elle a d'intéressant, et notamment les blockchains publiques, c'est qu'elles offrent en fait de la simplicité, de la facilité pour mettre en place ce genre de solutions de signature numérique. Et donc, un des premiers projets qu'on a lancé, enfin le premier d'ailleurs qu'on a lancé, c'est la dématérialisation des actes de signature de certains agents de la SNCF. Alors, le projet, concrètement, c'est lequel ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les entreprises, en fait, vous avez des personnes qui sont formées, qui sont accréditées, soit pour intervenir en cas d'incendie, soit pour intervenir sur des réseaux électriques, soit pour intervenir sur des réseaux d'eau, etc. Et nous, évidemment, comme on est une entreprise industrielle, on a énormément de maintenance à faire sur les trains ou sur les voies ferrées. Et donc, on fait intervenir des personnes qui sont qualifiées et pour lesquelles il faut qu'on vérifie qu'elles sont bien accréditées pour pouvoir intervenir sur ces chantiers. Et si jamais on fait entrer quelqu'un sur un chantier qui n'est pas accrédité en cas d'accident, du coup, ça engage notre responsabilité et donc il faut vraiment qu'on soit vigilant là-dessus. Alors, c'est vrai dans le BTP, c'est vrai dans beaucoup d'activités. Donc, nous, on a un processus en fait qui fait que les personnes qui sont accréditées pour pouvoir accéder à ces chantiers, elles doivent signer des documents qui prouvent qu'elles ont bien pris connaissance du fait qu'elles soient formées et accréditées, et aussi la SNCF doit signer ce même document pour vérifier que la SNCF a bien pris connaissance de ces informations-là. C'est en fait un processus qui nous est imposé par l'autorité de régulation, le PSF, qui régule la sécurité ferroviaire. Et donc, c'est extrêmement compliqué parce que les gens doivent se balader avec leurs papiers qu'ils ont signés pour arriver sur chaque chantier et donc présenter l'alias de documents à chaque fois qu'ils veulent accéder à un endroit. Alors vous, vous doutez bien que c'est compliqué, on a vite fait de les oublier, donc du coup on sait très bien qu'on n'est pas du tout en sécurité et qu'on est en risque sur ce genre de choses. Et donc le premier projet qu'on a mis en place, il vise justement à dématérialiser ces documents et notamment à dématérialiser l'acte de signature de ces documents qui montrent que les parties prenantes ont bien pris connaissance du fait que les gens sont accrédités. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet qu'on a mis en place, c'est un projet qui tourne autour de la supply chain. Alors, celui-là, je le connais un petit peu moins parce que je ne l'ai pas suivi de près, mais en gros, il porte sur la gestion de stock et la gestion d'approvisionnement d'un site industriel qui s'appelle un EIV.
Les EIV, en fait, il faut imaginer que c'est des espèces d'ateliers gigantesques en fait, qui sont rétendus sur plusieurs hectares. C'est des endroits où on va réparer en fait, du matériel ferroviaire. Alors ça peut être des rails, des guérites de sécurité, des choses comme ça. Et donc ces sites ils sont gigantesques. Et quand on a des arrivées de marchandises ou des sorties de marchandises, en fait, on finit vite par plus savoir où c'est, ni ce qui est en stock, ni ce qui est rangé et à quel endroit. Et donc, le projet, en fait, il a commencé tout simplement par la mise en place d'un projet de supply chain qui vise à vérifier les entrées et sorties des stocks, des palettes qui permettent de stocker du matériel sur le site. Parce qu'en fait, les gens sur le site ne savaient jamais combien de palettes ils avaient, ni combien de stocks ils avaient. Leur immobilisation était toujours fausse, en fait. Donc, ça a commencé par ça, ça marche très, très bien. Et là, ils envisagent du coup de généraliser ce système. Alors, vous allez me dire, on aurait pu très bien faire ça sans utiliser de blockchain, parce que si c'est juste pour faire de la gestion de stock, il y a des tas de logiciels qui permettent de faire ça. Sauf qu'ils ont regardé un coup plus loin avant de se lancer dans ce projet-là. Ils se sont dit, la supply chain, en fait, c'est effectivement les entrées-sorties sur notre site. On va gérer notre stock. Mais aussi, l'étape d'après, ça va être de gérer avec nos fournisseurs et avec les gens qu'on alimente nous-mêmes en pièces détachées et en marchandises. Et le but du jeu, ça va être par contagion d'embarquer à la fois les transporteurs qui apportent des marchandises sur le site, d'embarquer aussi les transporteurs qui sortent des marchandises du site, de faire en sorte que tous ces gens-là utilisent le même système, la même blockchain pour échanger des données sur on en est où du transport, est-ce que la marchandise est bien arrivée, est-ce que contractuellement, oui, on a bien signé le bon d'arrivée, etc., etc. Et donc, la blockchain va servir à ça, à gérer vraiment la chaîne d'approvisionnement logistique depuis la prise de commande, finalement, jusqu'à l'arrivée sur le site et éventuellement son départ plus tard pour aller ailleurs. Alors, je voulais signaler une chose sur la blockchain, c'est qu'il y a une chose qui est importante, c'est la RGPD notamment. On n'en a pas encore parlé. Le volet RGPD est extrêmement important parce que dès qu'on stocke des données dans une blockchain, souvent ce qu'on souhaite, c'est qu'elle ait valeur de preuve. J'en ai parlé tout à l'heure pour la signature, mais là encore une fois, les données qu'on va stocker sur la supply chain sont des données qui concernent les cessations, c'est-à-dire oui, j'ai bien reçu telle marchandise et j'en prends la responsabilité d'avoir reçu telle ou telle marchandise. Donc ces informations-là, du coup, comme elles sont engageantes et qu'elles concernent des personnes qui vont signer et qui vont engager leurs responsabilités, il faut être extrêmement vigilant avec la RGPD puisqu'on ne fait pas n'importe quoi. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la RGPD, en fait, elle couvre, alors on imagine bien, les données personnelles, le nom, le prénom, l'adresse. Donc, c'est les données qu'on va dire qui nous permettent de nous retrouver de manière directe, mais elles couvrent aussi toutes les données qui permettent de nous retrouver de manière indirecte. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, c'est des données GPS, on ne sait pas exactement qui vous êtes, mais qu'on recoupe avec peut-être des données de votre carte bancaire, d'achat, et des données diverses et variées qui permettent de retrouver qui vous êtes, en fait, ces données-là sont aussi couvertes par la RGPD. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant avec ce qu'on stocke dans la blockchain, notamment parce que ces données-là, on ne peut plus les enlever. Et puisque on parlait d'IA juste avant, effectivement, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire des tas de choses intéressantes, puisqu'avec la blockchain, on va avoir un référentiel unique d'informations qui va permettre, par exemple, d'optimiser nos flux logistiques. Ça, on imagine ce genre de choses. Mais on pourrait aussi imaginer d'utiliser l'intelligence artificielle pour retrouver des informations sur vous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'on stocke dans la blockchain, puisqu'on va avoir énormément d'informations, finalement, indirectes sur qui vous êtes. Donc, il faudra ces projets blockchain, il faut faire très attention sur ce volet de données personnelles. Je ne veux pas te couper, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on peut en revenir en fin de conférence. Peut-être quelques mots sur le lien avec la ruche industrielle. Alors tout à fait, oui. Il se trouve que, alors Gilles et moi, on se connaît déjà un petit peu. On s'est rencontrés en fait à Lyon dans le cadre de travaux qui sont menés à la ruche industrielle. Donc c'est une initiative de la métropole de Lyon. C'est un endroit en fait où on peut se rencontrer entre industriels.
la ruche industrielle, pour bien son nom, et qui nous permet de travailler sur différents sujets. Et notamment l'année dernière, la ruche a décidé de lancer un projet autour de la blockchain pour voir s'il y avait moyen de mettre en commun les efforts des différentes entreprises qui participent à la ruche, enfin qui sont adhérentes et qui sont membres, pour voir si on était partant pour se lancer en commun dans des projets blockchain. Et donc, depuis un an, on travaille ensemble. Alors, il y a la métropole de Lyon, il me semble. Avec nous, il y a EDF, Volvo, Renault Trucks et puis SNCF. Et donc là, on travaille sur un projet on va dire de documents et de documentation et de support pédagogique pour convaincre et expliquer l'intérêt de la blockchain, comment la blockchain transforme les business models des entreprises, comment la blockchain a des impacts sur la performance opérationnelle des entreprises, etc. etc. Donc, venez nombreux à la ruche industrielle. Il y a vraiment plein de belles choses. Donc, n'hésitez pas à chercher. On pourra aussi développer le projet si besoin avec le public. Peut-être, Gilles, intégrer au-delà de la blockchain et l'IA aussi l'IoT. Donc, je te laisse te présenter et nous parler aussi d'IoT dans cette boucle et son importance. Bien, bonjour, merci. Donc, je suis Gilles Deleuze. Alors, je suis donc chercheur à la R&D d'EDF. Et mon parcours, c'est la fiabilité des semi-conducteurs, la sûreté de fonctionnement des systèmes et l'analyse des risques technologiques. Donc, je ne suis pas de l'IT, n'est-ce pas ? Je suis désolé, mais ça ne va quand même pas empêcher de prendre le syndrome de l'imposteur et de parler de blockchain. Disons que je suis venu à la blockchain par les questions de généraux byzantins, protocole byzantin, et puis également par l'utilisation des monnaies virtuelles dans les jeux de rôle persistants. Donc, cela étant, j'ai une autre casquette aussi. Je suis responsable de la task force blockchain du groupe EDF. Aujourd'hui, il y a 3 task forces dans EDF, une sur l'IA, une sur l'IoT et une sur la blockchain. Donc, SIDO est un peu fait pour ces 3 task forces-là. Ces 3 task forces ont été créées au niveau du COMEX d'EDF, donc rendre compte à Jean-Bernard Lévy, parce que ce sont 3 objets technologiques qui sont un peu shiny, mais ce n'est pas trop pour ça qu'on les a pris, il y en a d'autres, mais parce qu'ils peuvent potentiellement disrupter les métiers d'EDF. Donc, dans la task force blockchain dont je m'occupe, il y a tout un rôle d'animation de la communauté, pratique, connaissances et intérêts, définir une stratégie et mener des actions de R&D. Et nous avons également 7 projets pilotes. Tout à l'heure, Odile a parlé d'une 20aine pour Renault, nous on en a 7. C'est à peu près 10 fois moins que les projets en intelligence artificielle, si on peut comparer. La blockchain, c'est quand même un peu plus compliqué d'accès, vraisemblablement, donc moins facile de trouver des idées spontanément dans une organisation. Et puis, c'est plus ciblé. C'est plus ciblé parce que moi, au fond, je présente la blockchain comme une fintech pour faire de la finance décentralisée. Fondamentalement, c'est ça. Et la killer app de la blockchain aujourd'hui, c'est ça. Mais du coup, ça permet de faire de l'authentification, de l'identité décentralisée, de la traçabilité. Et finalement, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'avec la blockchain, c'est vrai qu'on peut faire du B2C, du C2C, du C2B2C, des tas de choses sympas. Parmi les 7 projets pilotes, on en a un qui est l'autoconsommation collective à Londres, par exemple. C'est également une technologie très intéressante parce qu'elle est très favorable à l'innovation. Par exemple, on a plusieurs projets de start-up qui émergent d'EDF sur la blockchain, dont une qui a été créée en février, qui s'appelle Exion, et qui est un opérateur de nœuds blockchain pour EDF, mais également pour des tiers. Donc, il fait également du calcul distribué. On recycle, on réutilise des calculateurs scientifiques d'EDF. L'idée, et je vais en parler après, c'est qu'on peut garantir l'origine du calcul et également la consommation et l'origine de l'énergie utilisée pour le calcul. On est un petit peu dans l'idée du souverain également, qui est revenu d'actualité. Alors, donc, FinTech, défi, traçabilité, authentification. Des 7 projets, je vais en parler 2 aujourd'hui parce qu'ils permettent de faire le lien finalement avec l'IoT et aussi l'IA. Le premier, il est de type effectivement logistique, c'est la traçabilité des essais de laboratoire sur des systèmes nucléaires critiques. Les équipements sous pression nucléaire sont testés dans des labos, alors pas forcément en direct pour EDF, ça peut être fait pour des fournisseurs de rang 1 d'EDF, de rang 2. C'est des laboratoires qui peuvent être disséminés à travers le monde. Le contrôle de tous ces laboratoires est difficile, fastidieux et coûteux.
Et ce que nous attendons, c'est un petit peu comme ce qu'a expliqué Odile et Johan, c'est par la digitalisation et la simplification du processus de contrôle, une amélioration de l'efficacité du système. Alors on pourrait le faire sans blockchain, vous voulez dire ? On pourrait dire certes, mais en fait, si vous prenez cette chaîne logistique complexe de mesures d'essai, d'abord, tout le monde n'a pas envie de montrer tout à tout le monde. Et puis, il faut vers les livres à des autorités de contrôle. Et finalement, la blockchain permet de créer un registre distribué relativement sûr qui répond bien au cahier des charges attendu là-dessus. Et il y a un lien avec l'IoT parce que l'idée à terme, c'est de combiner la certification des documents produits manuellement, donc des rapports d'essai, des mesures, des courbes, etc., donc numérisés, enregistrés, hachés, et puis également de corréler ça avec des mesures sorties directement des machines de test. Donc c'est des gros IoT, mais enfin ce sont bien des objets connectés quand même. Le deuxième point important, c'est une autre forme de logistique, c'est la traçabilité de l'énergie. Alors c'est un sujet, hein. Aujourd'hui on a des offres d'énergie verte, entre guillemets. Bon, aujourd'hui ce sont des certificats qui sont des moyennes sur plusieurs mois d'une production moyenne. Donc rien ne garantit par exemple qu'en lançant dans un atelier une machine aujourd'hui à cette heure-là, vous n'allez pas en fait consommer précisément pendant une heure une énergie produite par une centrale charbon en Tchécoslovaquie par exemple. Absolument rien ne vous le garantit, vous aurez simplement une moyenne au bout de 3 mois. Donc la grosse idée aujourd'hui, c'est d'arriver à une corrélation horaire, en fait. Et là, on est beaucoup plus sûr, évidemment, de la garantie de l'origine. Et pour toutes sortes de raisons, la blockchain a un potentiel là-dedans, notamment si on veut commencer par faire interagir les plateformes de traçabilité de garantie d'origine des différents fournisseurs ou des différents producteurs entre eux. Donc là aussi, connexion avec les objets, puisque vu d'une blockchain, personne ne sait que vous êtes un moteur diesel que vous déclarez en panneau solaire. Vous savez, il y a des monnaies solaires qui existent. Le scam normal de ce genre de monnaie, c'est de vous déclarer panneau solaire et de produire avec du diesel, évidemment. Et absolument rien ne peut le garantir. Donc il y a toute une recherche à avoir pour certifier ce que j'appelle l'oracle, c'est-à-dire qui dit que c'est bien un vrai moyen de production, primo, et que c'est bien un moyen de production non émetteur de CO2, deuxièmement. Et là, on retrouve effectivement l'IA et la garantie de l'information depuis la production, depuis la source, donc depuis l'objet connecté. Alors ça peut être un compteur, ça peut être directement la machine de production, etc. Alors, et puis juste pour finir également le lien avec l'IoT, on peut imaginer, mettons-nous dans un avenir proche, prenez une habitation, par exemple en région lyonnaise, une maison, avec une famille, hein, les parents, les enfants, les animaux domestiques. On peut très bien imaginer dans ce futur proche que les personnes qui achètent l'électricité ne soient pas les animaux domestiques. On est d'accord ? Ils n'auront pas forcément suffisamment évolué pour être capables de le faire. Ce ne sera pas non plus les enfants, même si leurs droits augmentent, mais ce ne sera pas non plus forcément les parents. Ça peut tout simplement être les voitures. Parce que finalement, le premier objet qui peut consommer et stocker de l'énergie dans les habitations, peut-être dans un futur proche, ce seraient les voitures électriques. D'accord ? Et ça peut être elles, les traders, les courtiers en énergie de la maisonnée. Et là, vous voyez qu'on est typiquement dans un lien entre un système autonome qui va de façon indépendante avec des algorithmes, alors qu'on peut qualifier d'IA, mais pas forcément, hein, des algorithmes, négocier de l'énergie. Voilà. Et là, pour le fournisseur d'énergie, il s'agit bien d'être sûr, aussi bien pour la famille, que c'est bien votre voiture qui va trader correctement selon ce qu'on lui a demandé avec les règles qu'on lui a imposées, etc. Voilà. Alors vous dites que ça, c'est un petit peu de la science-fiction. En fait, je vous conseille d'aller chercher Autobidder de Tesla au Royaume-Uni. Alors, il n'y a pas de blockchain dedans parce qu'en fait, Tesla fait tourner ça autour de sa plateforme centralisée. Mais c'est tout à fait l'idée, c'est la Tesla qui est le courtier en énergie du foyer. Voilà, je voulais finir là-dessus et puis on peut passer aux questions-réponses si vous voulez. Très bien, parfait. Du coup, je commençais à angoisser. Je te sentais suffisamment à l'aise pour développer et j'avais un peu l'angoisse qu'on n'ait pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vous rappelle, hein, il y a aussi la possibilité de poser des questions pour les gens qui nous écoutent sur la plateforme audio. Pour ceux qui auraient des questions, il y a un micro aussi sur les escaliers. Pas de questions ? Oui ? Heureusement qu'on a nos collègues de pôle de compétitivité pour poser des questions. Et on ne s'est pas concerté. Bonjour, merci pour ces présentations. Pour faire un peu
un lien avec d'autres conférences qui ont eu lieu, notamment hier. Tout à l'heure, vous parliez de données, d'échanges de données avec des environnements différents. Et je me pose un petit peu la question sur l'utilisation de ces données à travers des environnements différents, puisque la définition qui était donnée hier, c'était que la donnée dans un contexte différent n'avait pas de sens, n'avait pas de valeur, n'avait pas de sens, et ne pouvait pas forcément être traitée. Donc dans ces cas-là, comment est-ce que vous arrivez à traiter ces données-là à travers des partenaires différents, etc. Odile, je sens que tu as envie de répondre. Enfin, je trouve que vous m'entendez là? Oui, très bien. Voilà. Je pense que la question est tout à fait pertinente, effectivement, mais c'est une question qu'on vit au sein de chaque entreprise, hein, parce que tout le monde a eu quand on parle de transformation digitale, on cherche tous à avoir des velléités de data lake, et puis on s'aperçoit finalement que la même data pour un commercial, pour un technicien ou pour un ingénieur, a pas forcément de sens. Donc, associé à cette notion de blockchain, donc l'intérêt de la blockchain, c'est qu'on se focalise sur la data. Et ce qui est sûr, c'est que on le vit nous en ce moment, hein, puisque l'année dernière, on a lancé une expérimentation à assez grande échelle sur laquelle on communiquera là dans les prochains jours. Et on a besoin de passer à de la standardisation de data. Donc, on travaille beaucoup avec les organismes de standardisation que sont Galia, que sont ODET au niveau européen, de manière à travailler sur la standardisation des modèles de données. Parce qu'effectivement, une même donnée, en fait, on parle tous de la même donnée, mais finalement, chacun a sa vision. Donc, ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que finalement, ce sujet-là qui existe depuis que l'industrie est industrie et depuis que le monde est monde et que la data est data, c'est qu'en fait, on focalise vraiment sur la data elle-même, le modèle de données, et ça nous a poussé depuis plusieurs années maintenant à travailler sur le sujet de la standardisation. Et cette standardisation de modèles de données, elle va bien au-delà du silo industriel. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec l'AFNet, que vous connaissez peut-être, hein, l'Association française pour les utilisateurs du net. Il y a un gros projet qui s'appelle le projet Atlas, qui regroupe l'ensemble des industries, puisque finalement, quand vous parlez de standardisation de modèles de données pour un software, que ça soit dans l'électronique, que ça soit dans l'aéronautique ou dans l'automobile, vous allez parler de la même chose. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on adresse et on a beaucoup de travaux sur cette notion de standardisation de data pour qu'on soit sûr de bien se comprendre et d'utiliser la data à bon escient. Est-ce que Gilles ou Yann voulaient compléter? Vous n'êtes pas obligé. Non, je peux dire qu'en fait, à ma connaissance, souvent les datas qu'on utilise dans une blockchain, ce sont des données pour la certification, donc c'est généralement des hashes, donc des signatures numériques de documents et des métadonnées. Non, ça dépend, oui, si je puis me permettre. Dans nos usages à nous, on gère énormément. Après, voilà. Ça dépend vraiment des cas d'usage. Exactement. La technologie dépend aussi des cas d'usage, hein, mais quand on parle, Gilles parlait tout à l'heure des résultats de tests de laboratoire, etc., il y en a un certain nombre qu'on va être amené à mettre dans la blockchain, d'autres pas. Donc ça dépend vraiment, enfin, il n'y a pas de dogme dans le domaine. On n'est pas obligé de stocker que le hash. Et notamment, on peut stocker d'autres éléments sous réserve que la data soit pas, parce que le point après, alors on peut passer des heures à parler d'architecture aussi associée à la blockchain, hein, en fonction, quand vous raisonnez avec des terras de données, vous n'allez pas avoir la même chose que quand vous stockez une signature, vous voyez, c'est pas tout à fait la même échelle. Donc là-dessus, vous allez avoir des solutions qui vont vraiment dépendre du cas d'usage, et je pense que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. On ne parle pas d'une manière générale la blockchain et des règles très spécifiques.
Si on veut vraiment chercher l'efficience, il faut trouver, donc en fonction des pain points et des cas d'usage qu'on veut développer pour traiter ces pain points, trouver la solution, donc la blockchain publique, de consortium ou privé, et ensuite donc bien définir, et je peux vous dire que c'est un exercice qui est extrêmement intéressant au sein de la gouvernance, hein, parce que chacun a son point de vue quand vous êtes à plusieurs entreprises à traiter une blockchain. Et donc, là-dessus, sur qu'est-ce qui va être mis dans la blockchain et stocké de manière immuable. Et la réponse n'est pas la même quand vous avez un gros fournisseur de rang 1 ou un petit fournisseur de rang N. Donc, là-dessus, on pourrait en parler des heures. Oui. Je vais peut-être ajouter une chose aussi, c'est que traditionnellement, alors, on stocke dans une blockchain des données qui ont un enjeu, pour lesquelles il y a un enjeu juridique et pour lesquelles on veut une sauvegarde avec une valeur de preuve. Pour des données, c'est pour parler de vos vacances, en fait, elles sont certainement intéressantes, mais on ne va pas les mettre dans la blockchain, en fait. On va mettre des données qui ont un enjeu de preuve. Et donc, dans tout ce travail préalable de normalisation et de gouvernance, parce que le mot a été prononcé, c'est vrai que la gouvernance est extrêmement importante aussi. C'est clé. La gouvernance, en fait, il faut que tous les acteurs qui décident de se partager les informations déjà soient d'accord pour travailler ensemble, pour partager ces informations-là. Et puis, on décide de qui a le droit de rentrer dans le groupe, qui a le droit de sortir du groupe, etc. Et donc, derrière ça, je reviens à mon histoire juridique, mais c'est vrai qu'on ne met pas toutes les données en fait, dans la blockchain, mais on met souvent que celles pour lesquelles il y a une valeur de preuve. Et sur celles-là, effectivement, on se met d'accord sur leur sens et leur signification. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Sinon, on va conclure sur cet aspect et cette importance juridique. Non? Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire, si c'est possible, s'il n'y a pas de questions. Vas-y. Oui, vas-y, Odile, vas-y. Sur l'aspect juridique, justement, hein, là-dessus, c'est vrai que la GDPR a fait peur à beaucoup de monde. Il y a la GDPR, il y a l'antitrust, etc. Et là-dessus, finalement, enfin, c'était pas Gilles qui parlait juste avant. Excusez-moi, je n'ai pas reconnu votre voix. Mais donc, l'aspect juridique dans la blockchain est totalement clé. Mais la GDPR, rien n'interdit, en fait, d'utiliser des données personnelles dans des projets blockchain. Donc là-dessus, on a fait tout un tas d'études avec des avocats, etc. C'est simplement, en fait, qu'il faut bien démontrer la finalité de l'utilisation des données personnelles. Mais en fait, il n'y a pas de problème à utiliser des données personnelles dans le cadre d'une blockchain, sous réserve que la finalité le justifie et qu'on demande bien à la personne de valider ce fait. Voilà, juste pour préciser ça. Très bien, ça sera les mots de conclusion. Je vous propose déjà de remercier les intervenants et intervenantes qui ont permis cette table ronde. J'espère aussi que vous aurez pris plaisir à écouter leur intervention comme j'ai pris plaisir à monter cette table ronde. Je vous souhaite une bonne fin de salon et puis je pense que les intervenants qui sont présents physiquement peuvent encore rester quelques minutes pour échanger avec vous si vous le désirez. Merci aussi à l'équipe technique et au CIDO pour l'organisation de cette table ronde. Merci, bonne fin de salon. Merci à vous. Au revoir. D'accord, le e-commerce, mais sans...